En manchette ce soir, des places de garderie en péril dans la région. Des CPE d'ici votent pour un mandat de grève de 4 semaines. Hydro-Québec pourrait délocaliser des postes de la région vers la Montérégie et près de Québec. Et 2 scénarios proposés pour le projet d'exploitation de la mine Wasamac. C'est important de communiquer avec les gens ont le droit de savoir, les gens ont des questions. Fait qu'on est là pour les recevoir, pour les expliquer où on est rendu au niveau du projet. Bonsoir tout le monde et merci d'être sur nos ondes. Les employés de 3 centres de la petite enfance du territoire ont voté en faveur d'un mandat de grève vendredi dernier, une situation qui pourrait avoir des répercussions sur les places en garderie qui se font déjà très rares. Les explications de Kémilia Laliberté. La petite Lily, à peine âgée de 10 mois, doit passer la majeure partie de ses journées au travail de son papa. C'est que depuis sa naissance, sa famille est incapable de lui trouver une place en garderie. J'ai appelé autant les CPE pour voir où est-ce qu'elle était rendue sur la liste d'attente. Malheureusement, ils ne peuvent pas nous donner l'information car il y a des priorisations. Puis j'ai appelé dans les milieux familiales aussi. Puis ça, ils me disent oui, on aurait de la place, mais pas avant septembre 2026. La maman, Julie Pelletier, qui est travailleuse sociale, a dû drastiquement réduire ses heures de travail pour pouvoir s'occuper de sa fille. Je ne pourrais pas retourner à travailler sur mon poste à temps plein. Je vais pouvoir faire un retour progressif seulement 2 jours par semaine jusqu'à temps que j'aille une place en garderie. Moi, je suis travailleuse sociale. Je ne veux pas dire que le monde continue de tourner même si je ne suis pas là, mais tu sais, à force d'avoir un manque de ce type de professionnel-là, ça va avoir des impacts, c'est sûr, sur les usagers, sur la communauté également. Là. Aux yeux des éducatrices, la situation ne semble pas prête de se régler, puisque 85 % des intervenantes en petite enfance de la FIPEC-CSQ ont voté pour un mandat de grève de 4 semaines vendredi dernier. Une mesure qui touche les CPE Larry-Bambel et la Node Magique à Rouyn-Noranda, ainsi que Calimero à Ville-Marie. Ça fait 8 mois qu'on a déposé nos demandes syndicales. Fait que ça fait 2 années que nos membres n'ont pas d'augmentation salariale. On a besoin de pouvoir être aidés, d'avoir du soutien puis de se sentir aussi valorisés dans notre travail. En Abitibi-Témiscamingue, 865 enfants sont en attente d'une place dans un service de garde éducatif à l'enfance, d'après les dernières données du gouvernement. Et le manque d'éducatrices se fait toujours autant ressentir. On vit des bris de service en ce moment. On le voit qu'on n'a pas d'éducatrices sur le terrain. On a des développements de places qui s'en viennent. On sait qu'il y a plusieurs CPE qui vont ouvrir ou agrandir dans la prochaine ou 2 prochaines années. Mais il n'y a pas plus de monde inscrit en technique. Puis on n'a pas plus de disponibilité avec ceux déjà en place dans nos CPE. Le mandat de grève progressif pourrait potentiellement affecter les heures d'ouverture des CPE concernés. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Hydro-Québec pourrait centraliser des centaines d'emplois dans la région vers la Montérégie et près de Québec. C'est du moins ce que craint le syndicat local des employés de la Société d'État. Les détails avec Yvon Moreau. Ce qu'on a appris dernièrement, c'est que suite au développement de ces plateformes-là, Hydro-Québec envisagerait aussi de centraliser certaines de ces tâches-là vers 2 centres, qui est Varennes et Beauport. Fait que ce qui nous a amené beaucoup de questionnements pour les centres de téléconduite régionaux, qu'est-ce qui allait devenir de ces centres-là, parce qu'avec ces annonces-là, ça peut présager une exode de certaines de nos tâches, de certains de nos emplois vers ces centres-là, et même peut-être la fermeture de certains centres de téléconduite, puis qui ne touchent pas juste notre région, qui touchent plein d'autres régions également, comme Chicoutimi, Bécomo, Trois-Rivières, Saint-Jérôme, Montréal, Québec. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de préoccupant, puis c'est provincial. Monsieur Lambert, le pire, c'est que vous craignez la fermeture de centres comme celui de l'Abitibi-Témiscamingue. Exactement. Si on y va avec une fermeture complète, mettons, de notre centre de téléconduite en région, ça peut représenter 45 emplois au total, autant des gestionnaires, des ingénieurs, des opérateurs CER, des répartiteurs, des techniciens. C'est quand même 45 emplois régionaux. Qui représente une masse salariale de au moins 5 millions, là, ce qui n'est pas rien dans l'économie d'une région. Là. Vous aimeriez avoir des discussions, là, parce que pour le moment, la Société d'État ne vous donne pas de détails. Exactement. On n'a pas de détails présentement sur vraiment le plan final de ce qui va advenir avec toutes les CT dans les autres régions. Fait que c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des réponses de la Société d'État et d'avoir des discussions avec eux autres. On trouve que c'est un non-sens que dans la dernière campagne électorale de la CAQ, il y annonçait une décentralisation de 5 000 emplois vers les régions, puis on considère que présentement, Hydro-Québec font exactement le contraire. Le CT de Rouyn-Noranda,
Présentement, on contrôle à peu près 25 % de la production d'électricité du Québec qui transige par le CT de Rouyn-Noranda. Les gens de Rouyn-Noranda connaissent les installations. C'est quelque chose qui fait en sorte que les interventions sont rapides parce qu'ils connaissent le terrain. Quand la panne est en région, d'être beaucoup plus efficace. Fait que nous, on pense que le fait de centraliser là, on risque de perdre cette efficacité-là. Dans le secteur minier maintenant, des questions persistent toujours au sujet du projet minier Wasamac qui est du côté des Vins à Rouyn-Noranda. La minière a justement fait le point avec les citoyens hier soir. Anthony Dallaire était sur place. Je peux dire que j'avais beaucoup d'inquiétudes au niveau de stress. Bien que des craintes persistaient quant à la réalisation du projet minier dans le quartier des Vins, la transparence de l'équipe de Wasamac fait une grande différence. On apprend plein de choses aussi parce que moi, je connais pas du tout le milieu minier. Donc, à chaque fois que j'ai des questions, on répond à nos questions. Ils sont une quarantaine à s'être déplacés hier soir à une rencontre d'information tenue par Annie Weigel qui chapeaute le projet. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que plusieurs entreprises tentent de relancer le complexe minier. Les gens ont le droit de savoir, les gens ont des questions. Fait qu'on est là pour les recevoir, pour les expliquer où qu'on est rendu au niveau du projet. C'est donc deux scénarios différents qui ont été présentés. Un scénario avec usine qui serait de 6500 tonnes par jour. Un scénario qu'on en garde qui serait de 3000 tonnes par jour. Et encore une fois, minerais transportés du côté de Canadien-Malartic avec un minimum d'impact sur le site. Les principales préoccupations s'articulaient au niveau de l'eau potable et du bruit. Des préoccupations qui ont rapidement été dissipées selon Lynn Pomerleau. On nous a même emmenés sur des sites pour voir les foreuses fonctionner parce qu'ils utilisent des foreuses qui font moins de bruit. Donc, ça, c'était bien intéressant aussi à visiter. Il y a déjà une ancienne mine Wasamac qui est opérée dans le passé, une mine souterraine. Puis à l'époque, quand la mine avait été opérée, les niveaux avaient baissé dans les puits. Fait que nous, c'est une préoccupation des citoyens. On l'adresse, puis les gens ne manqueront pas d'eau. Fait que c'est le genre de choses, le genre d'échange qu'on a avec les citoyens, dans le fond. Une transparence saluée par la conseillère du district des Vins, Samuel Ramsey-Hull. C'est le fun de voir que depuis le rachat par Yamana, puis maintenant par Anico, qu'on a voulu poursuivre cette consultation-là, puis ce lien-là avec la communauté. Là. À noter que rien n'est officiel quant à la relance de la mine Wasamac. Le projet doit être approuvé par le conseil d'administration d'Anico Eagle et obtenir certains permis. Si le projet se concrétise, on évalue à une dizaine d'années la durée de vie de la mine. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, Rouyn-Noranda. En santé maintenant, 45 nouvelles infirmières vont commencer leur pratique au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Le taux de réussite est de 94 % à l'examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Des étudiants se sont inscrits à l'examen en mars dernier, comprenant le groupe de 37 étudiants diplômés hors du Canada qui étaient en provenance de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et du Cameroun. Ils ont été accueillis à La Sarre, Ville-Marie et à Val-d'Or à l'automne 2022 et 11 autres étudiants ont complété leur formation au Québec, dont 6 au DEC accéléré sont infirmiers au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Parlons logement maintenant. La ville de Malartic annonce que la construction d'un immeuble de 6 logements est en cours actuellement sur la rue Royale. Et c'est la société Les Constructions Benoît Doyon Inc. qui est le maître d'œuvre de ce projet de construction. Des bandes de recharge pour véhicules électriques vont également être installées dans le stationnement. Et les travaux devraient normalement se terminer l'hiver prochain. Les logements devraient être disponibles au printemps de l'année 2025. Et d'ailleurs, toujours à Malartic, la ville lance une pétition aujourd'hui contre la fermeture de sa caisse Desjardins. Le but est d'exprimer son désaccord face à la décision sans avertissement de la caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi. La ville espère une réévaluation de cette fermeture qui, ultimement, va nuire à la vitalité de Malartic, ainsi qu'un dialogue ouvert avec les représentants de la communauté. Et jusqu'à présent, près de 175 personnes ont signé la pétition sur le site mesopinions.com. Et on passe à un autre sujet. Le Centre local de développement Abitibi célèbre cette année ses 25 ans. L'organisation a profité de son assemblée générale d'hier soir pour dresser le bilan de son apport sur le territoire d'Amos-Arikana. Alexis Dumont. Cognez à notre porte, venez nous voir. Une année 2023 sous le signe de la continuité. L'an dernier, 140 nouveaux promoteurs ont pu recevoir les services du CLD sur le territoire d'Amos-Arikana. En plus de près d'1 demi-million d'actifs nets récoltés l'an dernier, 7 nouvelles entreprises ont également vu le jour en 2023. Depuis la mise en place de l'Agence de développement économique en 1999, 5000 promoteurs ont reçu un coup de pouce et 450 entreprises ont bénéficié d'une aide au démarrage, de quoi encourager le président. Notre composition, c'est des gens de la société civile
et des maires de la MRC Abitibi. Et je pense que cette composition-là des forces vives du territoire fait en sorte qu'on a pu perdurer dans le temps pendant 25 ans. On a mis à la disposition de ces entreprises-là 21 500 000 $. Alors, c'est pas rien. Je pense qu'il y a un travail vraiment colossal qui a été fait. L'organisation veut miser sur la jeunesse dans les prochaines années en attirant des jeunes entrepreneurs, en plus de donner espoir que n'importe quel projet peut se réaliser. On veut vraiment ouvrir notre bureau à l'ensemble des idées. Ça peut être des idées folles, des idées... mais écoutez, on a entendu aujourd'hui, c'est des entreprises qui ont eu une idée, sont venus cogner à notre porte. Des tournées dans les écoles sont d'ailleurs déjà entamées et plusieurs activités seront organisées prochainement, dont le marché des jeunes entrepreneurs qui aura lieu le 1er juin prochain à Amos. Là, on va dans les écoles. De plus en plus, on va dans les écoles. On va faire tout l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Puis quand le jeune a une idée, viens cogner à notre porte. On va venir t'aider, on va te soutenir. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. 4 nouvelles municipalités se joignent au regroupement incendie de l'Abitibi-Ouest et il s'agit des localités de Clermont, Clerval, La Reine et Rapide-Danseur. Et au début de l'année, la ville de la Sarre annonçait que son service incendie regroupait désormais une dizaine de municipalités de la MRC. Les discussions se poursuivent afin de convaincre d'autres municipalités de se joindre au regroupement. On se déplace au Témiscamingue maintenant, puisque la MRC octroie un montant de 375 000 $ pour soutenir des projets municipaux. Et on compte parmi ceux-ci la restauration du second étage du château d'Arvaux à Nédélec, ainsi que l'aménagement d'un parc des aînés et l'installation d'un golf miniature dans cette même municipalité. Une subvention de près de 52 000 $ est également accordée pour un service d'autopartage et de voiturage par la municipalité de Moffett. L'Écritoire, c'est le nom d'un nouveau journal engagé et citoyen dans la région. Le regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé plus tôt cet après-midi cette nouvelle publication née de la collaboration de plusieurs organismes communautaires. Les citoyens peuvent exprimer par l'entremise d'articles, de témoignages, d'analyses et d'illustrations. Dans un autre dossier maintenant, l'UQAT reçoit un don d'1 million de $ de la part de l'ingénieur et entrepreneur Franck Dottori. Ça soutiendra la relève professionnelle dans les domaines du génie et de la santé, notamment avec des bourses qui vont accompagner les récipiendaires tout au long de leur parcours universitaire. Et d'ailleurs, ce don s'inscrit aussi dans la campagne de financement de l'UQAT Bâtir l'avenir maintenant, qui vise à amasser 25 millions de $ sur 5 ans. Et du côté de la Chambre de commerce val-d'Orienne, le groupe Autobus Maheu est récipiendaire du prix Diversité 2024. Le prix récompense depuis maintenant 2 ans une entreprise qui se démarque dans la région de Val-d'Or dans son inclusion des travailleurs issus de l'immigration. Et l'honneur est remis dans le cadre de la 3e édition de Matinée Diversité et Immigration à l'Hôtel Forestel de Val-d'Or. D'être récipiendaire cette année, c'est d'abord et avant tout une occasion pour nous de mettre en valeur et de reconnaître l'apport des travailleurs issus de l'immigration dans notre entreprise. Fait que c'est une belle tape dans le dos pour tout le monde chez nous. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Ici Olivier Nicole, on vous parle du Festival Licteur du Monde dans quelques instants. Restez des nôtres. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 1er mai dernier a eu lieu l'ouverture officielle de la saison de glace et tacos sur la rue Gamble-Ouest à Rouyn-Noranda. La nouvelle administration familiale du bar laitier a apporté des changements afin d'ajouter une cuisine de rue de tacos et une nouvelle terrasse, tout en préservant l'offre précédente de crème glacée. Ce projet a permis le maintien et la création de 15 emplois. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Une pause d'écran en famille, c'est la proposition que fait aux Québécois et Québécoises le 24 heures pose ton écran en famille qui est ce dimanche le 26 mai. Et en Abitibi-Témiscamingue, il existe des initiatives en lien avec l'enjeu des écrans chez les jeunes. Félix Blaquière nous les présente.
Les parents, ils se posent de plus en plus de questions là, en lien avec les écrans. C'est une capsule informative sur les écrans chez les jeunes, mais aussi des ateliers destinés aux parents qu'offre l'espace sans violence Abitibi-Est. En fait, c'est comme un atelier de discussion où ce qu'on peut parler. Le but, c'est pas nécessairement de démoniser les écrans non plus, mais tu sais, comment en faire un atout, là, puis aussi pour que ça contribue au développement de l'enfant. Une autre initiative de la région est un comité de citoyenneté numérique entrepris par le Centre de services scolaires du lac Témiscamingue. On souhaite que l'intégration du numérique favorise l'atteinte d'objectifs pédagogiques qui permettent à nos élèves de développer leur esprit critique, leur habileté de communication, leur créativité, puis même leur citoyenneté numérique, tout en usant une utilisation saine aussi. Donc, on veut que ça soit une utilisation, exemple, de harcèlement, d'intimidation, puis on veut que ça soit équilibré, donc qu'on limite notamment le temps d'écran. Par ailleurs, il est important d'inclure les jeunes dans le dialogue, selon le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les écoles secondaires et primaires et on essaie d'ouvrir un dialogue avec eux autour de différentes questions reliées aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, toutes les questions reliées aux écrans. Ce dimanche 26 mai a lieu le 24 heures Pose ton écran en famille qui encourage la connexion entre proches sans écran. Qui permet en fait de voir un peu la place que ça l'occupe, comment peut-être ça influence nos habitudes quotidiennes et comment peut-être se réajuster aussi. Et ça permet de se reconnecter avec les personnes qui sont présentes autour de nous, là, sans que l'écran peut-être nous coupe un petit peu de ces interactions-là. Les gens qui souhaitent participer aux 24 heures Pose ton écran en famille ont jusqu'à samedi soir pour soumettre leur inscription. Félix Blaquière, RNC Nouvelles. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, accordez-vous une importance à réduire votre temps d'écran? Vous avez répondu oui à 60%. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est demain qu'a lieu la 20e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Oui, et on est présentement dans les derniers préparatifs pour recevoir les festivaliers ainsi que Richard Séguin, qui est en supplémentaire demain et qui a passé dans la rue tout à l'heure. Je vous donne un secret, il est déjà en Abitibi-Témiscamingue pour les intéressés. Je vous rappelle que l'événement va se dérouler jusqu'au 1er juin prochain et qu'on a très, très hâte de vous recevoir. Voici ce qu'on vous réserve. Les petits détails du peaufinage, le site extérieur, justement, est en train de se finir. Aujourd'hui, on livre les derniers mobiliers. Puis après ça, l'équipe va faire les petits touch-ups qui restent à faire. Puis les salles sont en train de se monter, les répétitions vont bon train. Même il y a des nouveautés au centre des congrès cette année. On a l'équipe de création de nouveaux médias de l'UQAT, puis notre directrice artistique aussi, qui ont fait un solide travail. Ça va être beaucoup de belles scénographies, une belle immersion qu'il y a au centre des congrès. Par la suite, on a 17 spectacles extérieurs gratuits, dont 2 qui sont des nouveautés cette année. Les spectacles extérieurs en soirée, qui est le 25 mai. Walter Juice, les Shirley, qui vont venir donner un excellent spectacle qui devrait être assez flamboyant sur la scène extérieure Annico Eagle, justement, en arrière. Puis le 31 mai, Gab Pocket et DJ Fromage en ouverture qui sont là aussi. Ça aussi, ça devrait être assez énergique comme spectacle, le 31. Fait qu'on a bien hâte de voir ça. Sinon, là, notre show de fermeture, on s'entend. Chris Stone, Kingfish Ingram, ça, c'est une légende du blues déjà, 25 ans. Ça n'a juste pas de bon sens, le talent de ce jeune homme. On a la chance de le revoir. Lui, Marcin, qui est mardi le 28 mai, ça, c'est 2 artistes que je pense que ça va être la seule fois qu'on va pouvoir avoir ça à Rouen. Et Stéphanie, c'est ce soir à l'Amalgame Pub Urbain d'Amos qu'il y a la soirée Davy and Friends Special Blues. Oui, amateurs de blues et de rock, c'est le moment d'enfiler votre jacket de cuirette, manteau de cuir ou peu importe, parce que là, on a une belle soirée thématique rock. Les soirées thématiques font leur grand retour. C'est à compter de 19h ce soir pour les intéressés. Et là, on met en vedette l'animateur Davy, qui est musicien également. On vous promet toute une soirée en compagnie d'un drummer assez extraordinaire.
on a commencé ça au mois de janvier. Là, présentement, on en est à notre 5e soirée. Là, on a un spécial blues rock. On a vraiment une soirée spéciale pour les gens d'ici. La recette est pas mal le fun. Fait que j'espère qu'on va avoir beaucoup de présents. Ça fait super longtemps là, que je n'ai pas joué avec David. Fait que moi, je reviens un peu à mes sources. Là. Le blues, là, c'est vraiment le fun. On a joué longtemps ensemble. Fait que de faire toute la route pour ça, je suis bien content. Ça va être bien le fun. Et petit rappel, c'est aujourd'hui que débute la 48e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue du côté de Lassar. Je vous le dis tout de suite, demain, spécial auteur avec le maître de l'horreur Patrick Sénécal qui va être là, ainsi que Ghislain Tachereau. On se donne rendez-vous dans votre chronique culturelle à compter de 18h à TVA Abitibi-Témiscamingue. Après la pause, on va parler de l'haltérophile de Macamic, Alex Bellemare. Il a participé au championnat canadien senior d'Halifax en Nouvelle-Écosse. On vous dit à quelle position il a fini dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. L'haltérophile de Macamic, Alex Bellemare, arrive premier dans sa catégorie au championnat canadien senior d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Il a également reçu la plaque du meilleur athlète de toutes catégories confondues. Et d'ailleurs, c'est la 7e fois qu'il gagne l'or dans le cadre de cette compétition et la 4e fois qu'il repart avec la plaque du meilleur athlète. On va au hockey maintenant puisque les Huskies de Rouyn-Noranda ont annoncé que leur capitaine, Dylan Gill, a été signé pour un contrat de 3 saisons avec le Lightning de Tampa Bay. L'athlète de 19 ans était un choix de 7e ronde des Bolts en 2022 et sur les réseaux sociaux, les Huskies tenaient à remercier Dylan Gill pour ses 4 saisons avec la Meute. La météo, une présentation de Nicoloto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, les nuages s'emparent du ciel pour le nord et le sud ce soir. Oui, les nuages et le vent aussi. J'aurais dû mettre un élastique, mais écoutez, je suis une météo girls mal chaussée. Que voulez-vous? Donc, on a quand même 60 % de probabilité d'averse pour l'Abitibi et 40 % de probabilité d'averse pour le Témiscamingue au nord et au sud ce soir. Minimum de 7 degrés en Abitibi, 8 degrés au Témiscamingue. Demain, des nuages avec un maximum de 14 degrés. Ça se dégage tard en après-midi pour le Témiscamingue demain avec un maximum de 15. Et un aperçu maintenant pour samedi. Retour des nuages en Abitibi, maximum de 21 degrés. Et alternance de soleil et de nuages pour le Témiscamingue avec un maximum de 18 degrés. Passez une excellente soirée. Oui, merci. Moi aussi, Stéphanie. Et avant de se quitter, le palmarès des Pirous 2024 est sorti. Et dans la région, c'est la route 113 à Sainte-Terre qui trône à la première place, suivie de la 109 à Amos et de la 113 à Lebel sur Quévillon. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve demain.